Voilà quelque chose que tu n'as probablement jamais réalisé. Tu as laissé une marque sur quelqu'un, une marque profonde, permanente. Et tu l'as fait sans même t'en rendre compte, pas par un grand geste, pas par une scène mémorable, pas en faisant quoi que ce soit d'extraordinaire. Et c'est précisément ce qui rend la chose si troublante. Parce que si tu avais fait quelque chose de spectaculaire pour les marquer, tu le saurais, tu pourrais le nommer. Mais là, non, tu vois pas ce que tu as fait. Et pourtant, la trace est là, profonde, indélébile. Et voilà ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Quelque chose qui va peut-être renverser la façon dont tu vois toute cette histoire. Que les personnes qui t'ont quitté, qui t'ont négligé, qui ont cru pouvoir te remplacer facilement, portent en réalité une empreinte de toi qu'elles n'arrivent pas à effacer. Une empreinte qui ressurgit précisément quand elles croient t'avoir oublié, qui rend chaque tentative de te remplacer étrangement décevante, qui transforme ton souvenir en une comparaison permanente qu'elles n'ont jamais choisie et qu'elles ne contrôlent pas. Et je sais à quel point ça peut sembler difficile à croire en ce moment. Surtout si de l'extérieur, ils ont l'air d'aller parfaitement bien. S'ils semblent t'avoir oublié sans effort, s'ils paraissent avoir tourné la page comme si t'avais jamais compté. Alors avant d'aller plus loin, je veux qu'on soit clair sur une chose, pour que tu ne te méprennes pas sur ce dont on parle. Quand je dis que tu les as marqués, je ne parle pas de magie. Je parle de ce qui se passe vraiment en profondeur chez quelqu'un qui a partagé sa vie avec une présence comme la tienne, puis qui l'a perdue. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que ce mécanisme, presque personne ne le comprend, pas même eux. Surtout pas eux. Ils subissent l'empreinte sans avoir la moindre idée de pourquoi elle ne s'efface pas. Ils croient qu'il leur suffit de décider de t'oublier. Et ils découvrent peu à peu que ça ne marche pas comme ça. Mais toi, à la fin de cet épisode, tu sauras exactement pourquoi. Tu comprendras pourquoi certaines présences laissent une trace que rien n'efface, alors que d'autres s'oublient en quelques semaines. Pourquoi cette empreinte remonte précisément au pire moment pour eux. Et pourquoi, aussi paradoxal que ça paraisse, c'est souvent ton départ lui-même qui la rend la plus profonde. Mais avant tout ça, je veux que tu prennes une vérité et que tu te l'appropries. Parce que tu as peut-être passé du temps à croire le contraire, à croire que tu avais compté bien moins que ce que tu pensais, que la séparation t'avait affecté toi, bien plus que l'autre. Dis-le-toi maintenant, à voix haute si tu le peux. Ma présence a laissé une trace que rien n'efface. Répète-le, lentement. Laisse chaque mot porter. Si tu commences à pressentir ta vraie valeur dans cette histoire, écris-le en commentaire. Écris. Ma présence a laissé une trace que rien n'efface, pour ancrer en toi ce que tu as vraiment été. Parce que voilà la vérité centrale de tout ce qu'on va explorer. Tu n'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour les marquer. Tu l'as fait en étant pleinement toi. Et c'est précisément ce que tu es en train de redevenir. Reste avec moi. Premièrement, pourquoi un lien profond ne s'efface pas sur décision? Il ne vit pas dans les souvenirs, mais dans tes repères les plus profonds. Voilà la première chose qu'il faut comprendre pour saisir pourquoi tu les as marqués. Un lien profond ne s'efface pas quand on le décide. Et c'est exactement là que la plupart des gens se trompent, y compris ceux qui t'ont quitté. Ils croient qu'il suffit de décider de tourner la page pour que ce soit fait. Qu'on coupe le contact, qu'on range les souvenirs, et que tout s'efface peu à peu, comme par un simple acte de volonté, et c'est précisément cette croyance qui les piège. Parce que c'est pas ainsi que ça fonctionne. Donc voilà ce qu'on va comprendre dans cette section. Pourquoi un lien profond ne vit pas là où on croit? Pourquoi il résiste à la volonté? Et pourquoi c'est précisément ce qui rend l'empreinte que tu as laissée si difficile à effacer pour eux? Et pour ça, il faut commencer par une distinction que presque personne ne fait. Une relation ne vit pas dans tes souvenirs. Elle vit dans tes repères. Suis bien, parce que tout repose là-dessus. On imagine qu'une relation, c'est une collection de souvenirs, comme des photos rangées dans un album qu'on peut feuilleter quand on veut, ou rangées au fond d'un tiroir quand ça fait mal. Et si c'était vraiment ça, oublier quelqu'un serait simple. Il suffirait de décider de ne plus ouvrir l'album, de ne plus regarder les photos. Mais les liens profonds ne se logent pas dans cette couche-là. Ils se logent beaucoup plus bas, dans la façon dont on se sent en sécurité, dans nos habitudes invisibles, dans ce que notre esprit apprend à considérer comme allant de soi. Et cette couche-là ne répond pas aux décisions conscientes. Tu peux décider de ranger une photo. Tu peux pas décider de ne plus te sentir en sécurité d'une certaine manière. Ça s'éteint pas sur commande. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire
avec quelque chose de très concret. Pense à une chanson que t'as pas entendue depuis des années. Tu avais complètement oublié son existence. Si on t'avait demandé d'en citer les paroles, tu en aurais été incapable. Elle avait disparu de ta mémoire consciente, totalement. Et un jour, par hasard, elle passe quelque part, dans un magasin, à la radio d'une voiture. Et avant même que ta tête ne la reconnaisse, quelque chose en toi a déjà réagi. Une émotion monte, une image surgit, tout un moment de ta vie revient d'un coup, avec son atmosphère, son odeur, ce que tu ressentais à cette époque. Tu vois ce qui vient de se passer. Tu n'avais pas ce souvenir sous la main. Tu pouvais pas le convoquer volontairement. Et pourtant, il était là, intact, inscrit beaucoup plus profond que ta mémoire consciente. Il a suffi d'un déclencheur pour qu'il remonte, parce qu'il n'était pas rangé dans l'album. Il était gravé dans une couche que la volonté n'atteint pas. Les liens profonds fonctionnent exactement comme cette chanson. Quand quelqu'un est entré profondément dans une vie, il ne s'est pas seulement logé dans les souvenirs qu'on peut choisir d'écarter, il s'est inscrit dans la façon dont on se sent, dans les repères, dans le fond sur lequel on s'appuie sans y penser, et ça, aucune décision ne l'efface. Et c'est précisément ce que tu as fait chez eux sans le savoir. Tu t'es inscrit dans cette couche profonde, pas dans leurs souvenirs, dans leurs repères. Suis bien ce point, parce que c'est le cœur de cette section. Pendant tout le temps où tu étais présent, tu n'es pas seulement devenu un ensemble d'images dans leur tête, tu es devenu une partie de la façon dont leur quotidien tenait debout. Ta présence était associée à quelque chose, une stabilité, une chaleur, un point fixe sur lequel ils pouvaient compter sans même le formuler. Tu étais devenu un repère. Et un repère, on s'en débarrasse pas en décidant de l'oublier. Laisse-moi te montrer pourquoi avec quelque chose de très concret. Pense à la façon dont on s'habitue à une présence dans une maison. Imagine quelqu'un qui a vécu des années avec une vieille horloge au mur. Une horloge qui fait un léger tic-tac, constant, jour et nuit. Au début, il l'entendait, puis son oreille s'y est habituée, au point de ne plus l'entendre du tout. Le bruit avait disparu de sa conscience. Mais attention, il n'avait pas disparu de sa vie. Il était devenu le fond sonore de sa sécurité. La trame discrète de son quotidien. Et un jour, l'horloge s'arrête. Il ne se dit pas « l'horloge s'est arrêtée ». Souvent, il est même incapable d'identifier ce qui a changé. Mais quelque chose en lui se redresse. Une gêne, un malaise diffus. Un silence qui pèse sans qu'il comprenne pourquoi. Son système a remarqué l'absence avant même sa raison. Parce que ce bruit, qu'il croyait ne plus entendre, était entré dans ses repères les plus profonds. Ta présence était cette horloge dans leur vie. Tant qu'elle était là, ils la remarquaient même plus. Elle faisait partie du décor, du fond, de ce sur quoi ils se reposaient sans y penser une seconde. Et c'est exactement pour ça qu'ils t'ont pris pour acquis. Non par méchanceté, mais parce que c'est ce que fait l'esprit avec ce qui est toujours là. Il cesse de le remarquer. Jusqu'au moment où ça s'arrête, et voilà ce que ça révèle de fondamental sur l'empreinte que tu as laissée. Plus tu étais devenu un repère discret, plus ton absence allait être bruyante. Réfléchis-y, parce que c'est presque mathématique. Ce qui nous marque le plus profondément, c'est pas ce qui était spectaculaire et visible. C'est ce qui était devenu une évidence silencieuse. Une chose qu'on ne remarquait plus tellement elle était constante. Parce que c'est précisément ce genre de présence qui s'inscrit dans les repères profonds et pas seulement dans les souvenirs de surface. Donc le fait même qu'ils t'aient pris pour acquis, qu'ils aient cessé de remarquer ta présence, qu'ils t'aient traité comme une évidence, c'est pas la preuve que tu comptais peu, c'est la preuve que tu étais entré si profond que tu étais devenu invisible à force d'être fiable, comme l'horloge, comme le sol sous les pieds. Et ces choses-là, on ne mesure leur poids qu'au moment où elles disparaissent. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Tu vis pas dans leurs souvenirs, qu'ils peuvent choisir de ranger ou d'éviter. Tu vis dans une couche bien plus profonde, que la volonté n'atteint pas. C'est pour ça que ton empreinte résiste à tous leurs efforts. On peut décider de ranger une photo. On peut pas décider d'oublier un repère devenu une partie de soi, et voilà maintenant quelque chose d'essentiel. Parce que cette trace, aussi profonde soit-elle, ils ont tout fait pour la recouvrir. Ils ont construit par-dessus un mur d'indifférence. Ils se sont convaincus qu'ils t'avaient dépassé. Et il faut comprendre pourquoi ce mur, peu importe sa hauteur, ne peut pas tenir indéfiniment sur une fondation qui te porte encore.
Deuxièmement, pourquoi l'empreinte que tu as laissée ne s'efface pas, même sous le mur d'indifférence qu'ils ont tenté de construire? Voilà ce qu'ils ont fait après la séparation. Ils ont construit un mur, pas un mur de pierre, un mur d'indifférence. Et je veux qu'on prenne le temps de comprendre ce mur ensemble, parce que c'est lui qui te fait douter. C'est lui que tu vois de l'extérieur. Cette façade qui dit « je vais bien, j'ai tourné la page, cette histoire ne me touche plus », ils l'ont montré aux autres, ils se la sont montrés à eux-mêmes. Et de loin, ce mur a l'air solide, convaincant, définitif. Au point que toi-même, en le regardant, tu finis par te demander si tu n'avais pas tort, si tu n'avais pas surestimé ce qui vous reliait. Alors voilà ce qu'on va comprendre dans cette section. Ce qu'est vraiment ce mur, pourquoi ils l'ont construit, et surtout pourquoi, aussi haut soit-il, il ne peut pas tenir sur une fondation qui te porte encore. Et pour ça, il faut commencer par une distinction que presque personne ne fait. Ce mur, ce n'est pas de l'oubli, c'est un effort permanent pour oublier. Et ce sont deux choses radicalement différentes. Suis bien, parce que tout est là. Quand tu as vraiment oublié quelque chose, tu ne fais aucun effort. La chose est partie, tout simplement. Elle ne demande rien, elle ne pèse rien. Tu n'as même pas conscience de l'avoir oubliée, justement parce qu'elle ne t'occupe plus du tout. Mais quand tu travailles à oublier, c'est l'inverse exact. Là, il y a un effort, constant, invisible, épuisant. Parce que pour maintenir quelque chose à distance, il faut le repousser encore et encore. Ce qui veut dire que, au fond, tu restes en contact permanent avec ce que tu essayes de fuir. On ne peut pas repousser ce qu'on ne sent plus. Et c'est exactement dans cette deuxième catégorie que se trouve leur mur. Parce que regarde ce qu'il leur a demandé jour après jour. Chaque fois qu'un souvenir de toi remontait, il fallait le chasser. Donc le souvenir était bien là. Chaque fois qu'une envie de prendre de tes nouvelles surgissait, il fallait la réprimer. Donc l'envie existait. Chaque fois qu'une émotion menaçait de monter, il fallait la nier pour préserver la façade. Donc l'émotion était toujours vivante. Tu vois le paradoxe? Tout ce qu'il faisait pour te chasser prouvait que tu n'étais pas parti. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret, parce que c'est plus parlant qu'une explication. Pense à quelqu'un qui maintient un ballon sous l'eau. Tant qu'il appuie, le ballon reste sous la surface. Et si tu arrives à ce moment précis, tu vois juste une personne près de l'eau, l'air tranquille, tu pourrais croire qu'il n'y a rien sous la surface, que l'eau est calme, que tout est sous contrôle. Mais observe ce qu'il fait réellement. Il appuie, sans arrêt, tout son bras est mobilisé sur ce point, et parce que son bras est occupé à ça, il peut rien faire d'autre pleinement. Une partie de lui est en permanence accaparée par cet effort. Pendant ce temps, le ballon, lui, ne se résigne pas, il pousse vers le haut, à chaque seconde. C'est sa nature de remonter. Ce ballon, c'est ta trace. Et leur mur d'indifférence, c'est cette main qui appuie. Donc, tant qu'ils ont la force d'appuyer, ton empreinte reste sous la surface, invisible, comme effacée. Mais elle n'est pas effacée, elle est maintenue de force. Et chaque heure passée à appuyer, c'est de l'énergie dépensée qui ne récupère jamais. Et c'est précisément pour ça que ce système est condamné dès le départ, parce que maintenir une indifférence qui n'est pas réelle puise dans une énergie qui, elle, est limitée. Réfléchis à la logique. On peut appuyer sur le ballon longtemps. On peut tenir le mur des semaines, des mois, en se jetant dans le travail, en multipliant les sorties, en remplissant chaque silence pour ne jamais laisser remonter ce qu'on retient. Et tant que les distractions tiennent, l'illusion tient avec elle. Mais il y a forcément une limite. Parce qu'aucun bras ne peut appuyer indéfiniment. Le muscle finit par brûler, l'énergie finit par manquer. Et il arrive un instant précis où l'esprit ne peut plus soutenir l'effort, où le mensonge intérieur devient trop lourd, où la main lâche, non pas par choix, mais par pur épuisement. Et c'est là que ça devient important. Parce que quand la main lâche, le ballon ne remonte pas tranquillement à la surface, il jaillit, d'un coup, avec toute la force accumulée pendant tout le temps où on le maintenait en bas. Et c'est logique si tu y penses. Tout ce qui a été comprimé pendant des mois ne s'est pas évaporé. Chaque souvenir repoussé s'est accumulé. Chaque impulsion réprimée s'est stockée. Chaque émotion niée s'est entassée quelque part, en attente. Donc le jour où le mur cède, c'est pas un petit souvenir isolé qui revient, c'est des mois de matière comprimée qui remontent en même temps. Voilà pourquoi, quand ça lâche pas un peu, ça lâche tout. Comme un barrage qui rompt, et maintenant on arrive à ce que tout ça révèle vraiment. Et c'est ce que je veux que tu retiennes par-dessus tout. Un mur ne se construit jamais devant le vide. Pense-y honnêtement.
On ne bâtit pas une protection contre quelque chose qui n'existe pas. On ne dépense pas une énergie permanente à réprimer une chose qui ne menace pas de remonter. Donc la hauteur de leur mur, la force de l'indifférence qu'ils affichent, l'effort qu'ils mettent à t'éviter, tout ça ne prouve pas que tu ne comptais pas. Ça prouve l'inverse exact. Parce que plus le mur est haut, plus ce qu'il retient est puissant. Plus l'indifférence est jouée, plus ce qu'elle recouvre est intense. On se barricade pas comme ça contre quelqu'un qui n'a laissé aucune trace. On se barricade comme ça uniquement contre une empreinte qu'on se sait incapable d'effacer. Et c'est pour ça que tu les as marqués sans même le savoir. Parce que la vraie preuve de ta marque, c'est pas qu'ils pensent à toi ouvertement, c'est tout ce qu'ils déploient pour pas le faire. C'est l'énergie du mur. C'est l'acharnement de l'évitement. C'est la performance de l'indifférence. Tout ça, c'est ta trace. En creux, le signe d'une présence trop profonde pour être regardée en face. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Le mur qu'ils ont dressé n'est pas la preuve qu'ils t'ont oublié. C'est la preuve qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'on ne combat avec autant d'énergie que ce qui refuse de mourir. Et ce qui refuse de mourir en eux, c'est l'empreinte que tu as laissée sans même chercher à la laisser. Et voilà maintenant pourquoi ce mur ne s'effondre pas à n'importe quel moment. Parce qu'il y a un déclencheur précis à sa chute. Et le plus troublant, c'est que ce déclencheur n'a rien à voir avec un effort de leur part. Il vient d'un changement du tien, le moment exact où tu cesses d'attendre. Et c'est ce mécanisme qu'on doit comprendre maintenant. Troisièmement, pourquoi tout remonte précisément au moment où tu cesses d'attendre, le vide que ton retrait creuse. Voilà ce qui devrait t'intriguer dans toute cette histoire. Ce mur a tenu des semaines, peut-être des mois, et il finit par céder précisément au moment où tu cesses d'attendre. Demande-toi pourquoi à ce moment-là. Pas avant, pas quand tu insistais, pas quand tu étais encore là, à espérer, à guetter, le moindre signe. À l'époque où tu donnais tout pour les ramener, le mur tenait parfaitement. Et c'est au moment où quelque chose change de ton côté qu'il commence à se fissurer. Ce timing n'est pas un hasard. Et comprendre pourquoi va éclairer tout le reste. Donc voilà ce qu'on va explorer dans cette section. Pourquoi ton retrait déclenche ce que ta présence ne déclenchait pas? Pourquoi le vide que tu laisses pèse plus lourd que tout ce que tu faisais avant? Et pourquoi, paradoxalement, c'est en arrêtant de pousser que tu as le plus d'effet? Et pour ça, il faut commencer par quelque chose de profondément contre-intuitif. Tant que t'attendais, c'est toi qui maintenais leur mur debout. Je sais que ça paraît étrange, alors suis bien le raisonnement, parce qu'il renverse tout ce qu'on croit instinctivement. Quand tu étais encore en attente, quand tu guettais leurs nouvelles, quand une part de toi espérait un retour, tu émettais quelque chose. Pas forcément des messages, mais une posture, une disponibilité, une façon d'être encore tourné vers eux, qui même sans contact, leur faisait sentir que tu étais encore là, quelque part, accessible, à portée de main. Et voilà ce que cette disponibilité leur offrait sans que tu le saches. Elle leur permettait de ne jamais affronter ton absence pour de vrai. Parce que réfléchis, tant qu'ils te sentaient encore en attente, tu n'étais pas vraiment perdu. Tu étais juste en pause, mis de côté, disponible au cas où. Et on n'affronte pas la perte de ce qu'on sent encore disponible. On la repousse. On se dit qu'on verra plus tard, qu'il sera toujours temps. Donc ton attente, sans que tu t'en rendes compte, leur servait de filet de sécurité. Tu rendais ton absence supportable. Tu l'amortissais. Tu payais le prix de leur tranquillité. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire avec quelque chose de très concret. Pense à un objet précieux que tu sais pouvoir récupérer à tout moment. Tu l'as confié à quelqu'un de confiance. Tu sais qu'il est là, en sécurité, et que tu peux le reprendre quand tu veux. Et justement parce que tu as cette certitude, tu n'y penses presque jamais. Tu ne ressens aucun manque, aucune urgence. Pourquoi t'inquiéterais-tu d'une chose qui t'est garantie? Elle est disponible, donc elle disparaît de ton attention. Maintenant, imagine qu'on t'annonce un jour que cet objet n'est plus récupérable, que c'est définitif, qu'il a disparu pour de bon. Que se passe-t-il à cet instant précis? Sa valeur te saute au visage. Le manque arrive d'un coup. Tu mesures soudain tout ce qu'il représentait. Et remarque bien une chose. L'objet, lui, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la disparition de la certitude de pouvoir le reprendre. C'est la perte, pas l'objet, qui crée le manque. Eh bien, tu étais cet objet pour eux. Tant que tu attendais, tu étais l'objet confié, qu'on peut reprendre quand on veut, garanti, disponible. Donc jamais regretté. Et le jour où tu cesses d'attendre, tu deviens l'objet qui n'est plus récupérable. Et c'est seulement là, à ce moment exact, que le manque peut enfin les frapper. Et c'est ça qui se passe
au moment précis où tu te retires vraiment, tu cesses d'être tourné vers eux. Et un vide se crée à l'endroit où tu étais. Suis bien ce mécanisme, parce que c'est le cœur de la section. Quand tu arrêtes d'espérer, quand tu arrêtes de guetter, quand ton attention se retourne vers ta propre vie, quelque chose disparaît de l'espace entre vous. Cette présence en arrière-plan qui était toujours là s'éteint d'un coup. Et là où il y avait ta disponibilité constante, il n'y a plus que du vide. Et ce vide, c'est pas une absence neutre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste un silence tranquille. C'est la disparition soudaine d'un repère sur lequel ils s'appuyaient sans même le savoir. Le filet qui était tendu en dessous d'eux se retire. Et pour la première fois, ils regardent en bas et il n'y a plus rien pour les rattraper. Voilà ce qui réveille la peur la plus ancienne. Pas une peur réfléchie, une peur brute, instinctive, la sensation que la perte est devenue réelle, définitive, sans recours possible. Laisse-moi te montrer ça avec une image précise, parce qu'elle rend la chose presque physique. Pense à quelqu'un qui marche au bord d'un précipice, mais qui sait qu'il y a un garde-fou, il peut s'approcher du bord. Regarder en bas, presque jouer avec le vide. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la barrière est là, derrière lui, qu'elle le retient, qu'il ne tombera pas. Cette certitude lui donne une insouciance totale. Il ne fait même plus attention au précipice, tellement il se sent en sécurité. Et imagine qu'un jour, sans qu'il le remarque, on retire le garde-fou, la première fois qu'il s'approche du bord avec sa désinvolture habituelle et que sa main cherche par réflexe la barrière qui n'est plus là, quelque chose se glace en lui. Le vertige le saisit d'un coup. Le même précipice qui ne lui faisait rien la veille devient soudain terrifiant. Et pourtant, le précipice n'a pas bougé. C'est le retrait du garde-fou qui change absolument tout. Ton attente était ce garde-fou. Tant qu'elle était là, il pouvait jouer avec la distance, créer de l'éloignement, te tenir à l'écart, sans jamais ressentir le vertige. Parce qu'il sentait ta disponibilité derrière eux, prête à les rattraper, et le jour où tu te retires, tu retires le garde-fou. Du coup, le même éloignement qui ne leur coûtait rien se transforme en précipice. Et c'est précisément là que se trouve quelque chose de fondamental que je veux que tu saisisses. Tu n'as rien eu à faire pour déclencher tout ça. C'est ça qui est vertigineux. Tu ne les as pas confrontés, tu n'as pas cherché à te venger, tu n'as fait aucun geste calculé pour provoquer une réaction. Tu as simplement cessé d'attendre. Tu as retiré ton attention. Tu t'es retourné vers toi. Et c'est exactement cette absence d'effort qui produit ce qu'aucun effort n'avait jamais réussi à produire. Parce que tant que tu poussais, tu leur donnais quelque chose contre quoi pousser. Une force crée toujours une résistance. Tant que tu insistais, ils pouvaient résister à ton insistance, et cette résistance les confortait dans leur position de force. Mais le jour où tu arrêtes de pousser, il n'y a plus rien à repousser. Plus de résistance possible. Juste le vide. Et le vide, on ne peut pas le combattre. On ne peut pas lutter contre une absence. On peut que la ressentir pleinement, sans échappatoire. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. C'est pas en t'accrochant que tu les marques, c'est en lâchant. Parce que tant que tu attendais, tu amortissais ton absence et tu la leur rendais indolore. Le jour où tu cesses d'attendre, tu la rends réelle. Et c'est cette absence devenue réelle, pas tous tes efforts d'avant, qui finit par tout faire remonter. Et voilà maintenant pourquoi cet effondrement ne se traduit pas tout de suite par un message ou un geste vers toi. Parce que il commence d'une façon que tu n'attends pas, dans le silence, dans la confusion, dans une forme de paralysie. Et si tu ne comprends pas pourquoi, tu risques de lire ce silence complètement à l'envers. C'est donc ça qu'on doit éclaircir maintenant. Quatrièmement, pourquoi cette marque revient d'abord dans le silence et la confusion? Et pourquoi ils ne reviennent pas tout de suite? Voilà la question qui te traverse forcément à ce stade. Si leur mur s'est effondré, si la marque est remontée, alors pourquoi ne reviennent-ils pas? Et c'est une question parfaitement logique. Parce que dans ta tête, l'enchaînement coule de source. S'ils te ressentent aussi fort, s'ils découvrent l'empreinte que tu as laissée, la suite naturelle devrait être un geste, un message, un retour. Quelque chose qui vienne vers toi. Et pourtant, il n'y a rien. Le silence continue. Et ce silence finit par fissurer tout ce qu'on vient de dire. Tu te dis peut-être, s'il ressentait vraiment quelque chose, je le saurais. Donc, je me raconte sans doute des histoires. Alors voilà ce qu'on va comprendre dans cette section. Pourquoi un effondrement profond ne produit presque jamais un geste immédiat? Pourquoi il commence toujours par le silence et la confusion?
Et pourquoi ce silence-là ne veut surtout pas dire ce que tu crois. Et il faut commencer par une vérité qui va à l'encontre de l'intuition. Plus une prise de conscience est profonde, plus elle paralyse avant de pousser à agir. Suis bien, parce que c'est ça qui explique tout le silence qui suit. On imagine naturellement que lorsqu'on réalise quelque chose d'important, on passe aussitôt à l'action, on décroche le téléphone, on vient. Mais avec les prises de conscience vraiment profondes, c'est exactement l'inverse qui se produit. Plus ce qui remontait gros, plus la première réaction est la sidération, l'immobilité, l'incapacité totale de savoir quoi faire. Et c'est logique quand on y pense. Parce qu'un effondrement intérieur ne laisse pas l'esprit en état d'agir. Il le laisse en état de chaos. Hors du chaos, on ne sort pas par une décision claire et un beau message bien réfléchi. On y reste d'abord coincé. On tourne en rond. On ne sait plus où on en est. L'action demande un minimum d'ordre intérieur et c'est précisément ce qui leur manque dans ce moment-là. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire avec quelque chose de très concret. Pense à la réaction de quelqu'un face à un choc soudain. Imagine une personne qui apprend brutalement une nouvelle qui renverse ce qu'elle croyait solide. Quelle est sa toute première réaction? Très rarement l'action. Le plus souvent, c'est le blocage. Elle reste figée, elle ne trouve pas ses mots. Elle a besoin de s'asseoir, de respirer, de digérer ce qui vient d'arriver avant de pouvoir faire le moindre geste. Et si tu lui demandais d'agir, de décider, de répondre à cet instant précis, elle en serait incapable. Non par indifférence, mais parce qu'elle est encore sous le choc. L'action, quand elle finit par venir, arrive bien plus tard. Une fois la sidération passée, une fois le chaos initial un peu retombé, et c'est exactement le rythme de ce qui se passe chez eux. La chute de leur mur ne produit pas un élan vers toi. Elle produit une sidération. Ils se retrouvent face à ce qu'ils ont passé des mois à nier et la première chose que ça crée, c'est pas un message, c'est la paralysie de quelqu'un qui ne se reconnaît plus. Et il y a une raison qui rend cette paralysie encore plus profonde. Ce qu'ils découvrent contredit frontalement l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Suis bien ce point, parce que c'est le vrai cœur du silence. Pendant des mois, ils se sont raconté une histoire. Je vais bien. J'ai tourné la page. Cette personne ne me touche plus. Et cette histoire n'était pas un détail. Elle était devenue une partie de leur identité. La preuve de leur force, de leur contrôle, de leur capacité à avancer sans toi. Donc, quand l'effondrement arrive, il fait pas que ramener de la douleur, il vient pulvériser cette histoire. D'un coup, ils découvrent qu'ils n'étaient pas si détachés, que ta trace est toujours là, qu'ils tenaient infiniment plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Et ça, c'est pas seulement douloureux, c'est déstabilisant au niveau de l'identité elle-même. Parce que le reconnaître, ce serait admettre que toute la façade était fausse, que leur force affichée était un mensonge, qu'ils se sont trompés eux-mêmes pendant des mois, et c'est un aveu que l'orgueil ne fait pas facilement. Laisse-moi te montrer ça avec une image précise. Pense à quelqu'un qui a toujours clamé ne pas avoir besoin des autres. Il l'a répété pendant des années. C'était sa fierté, son identité. Je suis indépendant, je me suffis à moi-même, je n'ai besoin de personne. Et un jour, une situation lui révèle brutalement le contraire. Qu'il avait profondément besoin de quelqu'un. Que toute son indépendance affichée recouvrait un attachement bien réel. Que fait-il à cet instant? Est-ce qu'il l'avoue aussitôt, à voix haute? Presque jamais. Parce que l'avouer reviendrait à effondrer l'image qu'il a construite et défendue pendant si longtemps. Alors il se tait, il nie encore un peu. Il reste suspendu entre la vérité qui monte en lui et l'image qu'il refuse de lâcher. C'est très exactement là qu'il se trouve, coincé entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont affirmé être, et tant qu'ils sont dans cet entre-deux, ils ne peuvent rien faire. Parce que revenir vers toi, ce serait avouer. Avouer qu'ils s'étaient trompés. Avouer qu'ils tenaient. Et avouer, c'est précisément ce que leur orgueil ne supporte pas encore. Le silence n'est donc pas un choix tranquille. C'est la conséquence directe d'un conflit intérieur qu'ils n'ont pas résolu. Et c'est pour ça que leur silence ne veut pas dire ce que tu crois. Tu interprètes sans doute ce silence comme la preuve qu'ils ne ressentent rien. Et c'est l'erreur la plus naturelle du monde. Parce que le raisonnement semble imparable. Si ils ressentaient quelque chose, ils agiraient. Donc s'ils n'agissent pas, c'est qu'ils ne ressentent rien. Mais ce raisonnement a une faille. Il confond l'absence de geste avec l'absence d'émotion. Or, très souvent, c'est l'inverse qui est vrai. Le silence le plus lourd ne vient pas de l'indifférence.
Il vient d'une émotion trop grande pour être gérée, trop confuse pour être mise en mots, trop menaçante pour l'image qu'on défend. Pense-y. Quelqu'un qui ne ressent rien n'a aucune raison de se taire. C'est même très facile pour lui. Il peut répondre poliment, rester courtois, passer à autre chose sans difficulté. C'est au contraire celui qui ressent trop et qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent, qui devient incapable de parler. L'indifférence est légère et bavarde. C'est l'émotion débordante qui rend muet, et c'est ça que ça signifie pour le silence que tu observes en ce moment. Ce n'est pas un vide, c'est un travail souterrain, parce que pendant que la surface reste silencieuse, quelque chose se réorganise en profondeur chez eux, lentement, dans les nuits longues, dans les pensées qu'ils ne partagent avec personne. Et c'est presque une règle, le vrai changement ne fait pas de bruit au début, il ne s'annonce pas, il ne se déclare pas, il se construit dans le silence, précisément là où tu ne peux rien voir. Et c'est bien, parce que tu peux pas le voir, que tu en doutes, c'est humain, on a du mal à croire à ce qu'on ne perçoit pas, mais réfléchis, l'invisibilité d'un processus n'a jamais prouvé son absence. Les choses les plus profondes se déroulent justement loin des regards. Donc ce silence que tu prends pour de l'indifférence pourrait bien être le signe le plus fiable que quelque chose travaille en eux, en profondeur, là où ça compte vraiment. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Leur silence n'est pas la preuve qu'ils t'ont oublié. C'est souvent la preuve qu'ils ne savent pas quoi faire de ce qui remonte. Parce qu'on ne reste pas muet devant ce qui ne compte pas. On reste muet devant ce qui nous dépasse. Et ce qui les dépasse en ce moment, c'est précisément la trace que tu as laissée en eux. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel. Parce que pendant que tout ce chaos se déroule de leur côté, quelque chose de très différent est en train de se passer du tien. Quelque chose de silencieux aussi, mais qui va dans la direction exactement opposée. Pendant qu'ils se désorganisent, toi tu commences à te recentrer et ce mouvement-là est sans doute le plus important de toute cette histoire. Cinquièmement, ce qui se passe en toi pendant ce temps. Comment ton retour à ton axe rend la trace encore plus profonde chez eux. Voilà ce qu'on oublie presque toujours de regarder dans cette histoire. Pendant que leur mur s'effondre, quelque chose se passe de ton côté aussi. Mais dans la direction inverse, et c'est important de le souligner, parce qu'on a tendance à se focaliser entièrement sur eux, sur leur effondrement, leur silence, ce qu'ils ressentent, comme si toute l'action se déroulait de leur côté et que toi, tu n'étais qu'un spectateur qui attend le verdict. Or, pendant qu'eux se désorganisent, toi, tu te réorganises. Pendant qu'eux entrent dans le chaos, toi, tu en sors. Et ce mouvement-là, discret, progressif, presque invisible au début, est en réalité le plus important de tout ce qu'on explore aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on va comprendre dans cette section. Ce qui se transforme vraiment en toi quand tu cesses d'attendre. Pourquoi ce changement ne fait aucun bruit? Et pourquoi, par un paradoxe étonnant, c'est précisément ce retour à toi qui rend ta trace encore plus profonde chez eux. Et il faut commencer par nommer ce que ton retrait produit à l'intérieur de toi. Tu récupères ton centre de gravité. Suis bien cette idée, parce qu'elle est le cœur de ta transformation. Pendant tout le temps où tu attendais, ton équilibre intérieur ne reposait pas en toi. Il reposait sur eux. Réfléchis à comment tu fonctionnais à l'époque. Ton humeur dépendait de leurs signaux. Ta paix dépendait de leur comportement. Une bonne ou une mauvaise journée se décidait selon qu'ils avaient répondu ou non, selon le ton d'un message, selon un silence. Tu te régulais depuis l'extérieur, depuis ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas. Sans t'en rendre compte, tu avais remis les clés de ton état intérieur entre leurs mains. Et quand tu cesses d'attendre, quelque chose s'inverse en profondeur. Les clés reviennent vers toi, pas d'un coup, mais progressivement, ton équilibre recommence à venir de l'intérieur. Tu cesses de mesurer ton état à travers le leur. Ce point d'appui qui était dehors, tu le rapatries en toi. Et c'est un changement bien plus profond qu'il n'y paraît, parce qu'il touche à la source même de ta stabilité. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire avec quelque chose de très concret. Pense à la différence entre une barque attachée à une autre barque et une barque ancrée au fond de l'eau. La première barque dépend entièrement de l'autre. Si l'autre bouge, elle bouge. Si l'autre s'éloigne, elle est tirée de force. Si l'autre tangue dans la vague, elle tangue aussi. Elle n'a aucune stabilité qui lui appartienne en propre. Tout son équilibre vient de ce à quoi elle est accrochée. Et si l'autre barque part, elle se retrouve emportée, sans repère, à la dérive. La seconde barque, elle, est ancrée au fond. Et peu importe ce que font les autres barques autour, peu importe les remous, elle tient,
parce qu'elle a son propre point d'ancrage, sous elle, indépendant de tout le reste. Sa stabilité ne dépend de personne. Tant que tu attendais, tu étais la première barque, accrochée à eux, ballottée par chacun de leurs mouvements. Et en cessant d'attendre, tu deviens la seconde, ancrée en toi, stable, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas. C'est ça, récupérer son centre de gravité, cesser de dériver au gré d'une autre barque et jeter enfin sa propre ancre. Et voilà ce qui est remarquable dans ce changement, il ne fait presque aucun bruit. Et c'est précisément pour ça que tu ne le remarques peut-être pas toi-même. Parce que on imagine que guérir, c'est spectaculaire, qu'il y aura un matin de révélation où tout deviendra soudain lumineux et léger, mais ça se passe pas comme ça. Le vrai retour à ton axe ressemble à quelque chose de beaucoup plus discret. Une journée où tu réalises que tu n'as pas vérifié leur profil. Un moment où leur nom traverse ton esprit sans te serrer le cœur comme avant. Une soirée où tu t'aperçois que tu n'as pas pensé à eux depuis des heures. Ce sont des signes minuscules, presque imperceptibles. Et pourtant, ils disent quelque chose d'énorme. Ils disent que ton énergie a cessé d'être captive, qu'elle revient vers toi, vers ta vie, vers ce qui t'appartient vraiment. Et c'est justement parce que ça avance sans bruit que beaucoup de gens ne voient pas leur propre guérison se produire, alors qu'elle est déjà en marche. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe le plus important de toute cette histoire. Ce retour à toi, qui ne cherche absolument pas à les affecter, est précisément ce qui rend ta trace plus profonde chez eux. Suis bien le mécanisme, parce qu'il est fondamental. Et il va à l'encontre de tout ce qu'on croit. Tant que tu étais dans l'anxiété, dans l'attente, dans la poursuite, tu étais prévisible. Ils savaient, quelque part, qu'ils pouvaient compter sur ta réaction, sur ta disponibilité, sur le fait que tu serais là, et ce qui est prévisible ne marque pas en profondeur. Ce qui est garanti devient un fond rassurant qu'on finit par ne plus remarquer du tout. On l'a vu avec l'horloge, avec le sol sous les pieds. Tant que tu étais prévisible, tu étais devenu ce fond qu'on oublie. Mais quand tu te recentres, tu deviens autre chose à leurs yeux. Tu deviens une présence stable qui ne réclame plus rien. Quelqu'un qui n'attend plus, qui ne poursuit plus, qui repose en lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu chez toi. Quelque chose de nouveau, d'imprévu, qui les force à te regarder différemment. Parce que tu sors brusquement du rôle dans lequel ils t'avaient rangé. Et ce qui sort du rôle attendu, on ne peut plus l'ignorer. Laisse-moi te montrer ça avec une image précise. Pense à la différence entre quelqu'un qui crie pour qu'on l'écoute et quelqu'un qui parle doucement avec une assurance tranquille. Celui qui crie, on finit par ne plus l'entendre. Le bruit constant devient une habitude dont on se protège. On s'y ferme, on le filtre. Et plus il insiste, plus il monte le ton, moins il a de poids, parce qu'on a appris à ne plus y prêter attention. Celui qui parle doucement, avec calme, sans rien réclamer, c'est tout l'inverse. On tend l'oreille. Sa retenue même crée une force. On sent qu'il n'a pas besoin de notre attention pour exister, qu'il ne quémande rien, et c'est exactement ce qui nous pousse à l'écouter vraiment. Tant que tu attendais, tu étais celui qui crie. Ton anxiété, ton insistance, c'était un bruit qu'ils avaient fini par filtrer. Et en te recentrant, tu deviens celui qui parle doucement. Ta paix tranquille a un poids que ton agitation n'a jamais eu. Elle ne demande rien. Et c'est précisément pour ça qu'elle pèse autant. Et voilà ce que ça produit concrètement chez eux. Ta cohérence les oblige à se regarder eux-mêmes. Parce que tant que tu poussais, tu leur donnais un point sur quoi se concentrer. Ta demande, ta poursuite, ton insistance, tu leur fournissais, sans le vouloir, une distraction qui les détournait d'eux-mêmes. Ils pouvaient s'occuper de gérer ta présence au lieu de regarder ce qu'ils ressentaient vraiment. Mais quand tu te retires dans ta propre paix, tu ne leur donnes plus rien à gérer. Et il ne reste plus qu'eux, face à eux-mêmes, face à ce qu'ils ressentent, sans toi, pour faire écran. C'est pour ça que ton retour à toi creuse la trace au lieu de l'effacer. Une présence anxieuse, on s'en protège facilement parce qu'elle nous donne quelque chose à repousser. Mais une présence stable, paisible, qui n'a plus besoin de nous, on ne sait pas comment s'en défendre, elle ne laisse aucune prise. Elle ne combat rien. Elle se contente d'être là, calme, et de renvoyer l'autre à ce qu'il y a en lui. Et je veux être très clair sur un point essentiel pour que tu ne te trompes pas de chemin. Tout ça ne fonctionne que si ton recentrage est réel. Parce qu'il y a un piège subtil ici. Si tu te ressentes comme une stratégie en te disant au fond je vais me détacher pour qu'il me ressente plus fort, alors tu n'es pas recentré du tout.
Tu attends encore. Tu poursuis encore, simplement depuis une posture plus déguisée. Et cette attente cachée, ils la sentiront, comme ils sentaient l'autre. Parce qu'on ne joue pas la paix. Le vrai retour à ton axe, c'est celui où leur réaction a cessé de t'intéresser pour de bon, où tu te recentres pour toi et pour personne d'autre. Et c'est tout le paradoxe. C'est précisément quand ça ne vise plus du tout à les affecter que ça les affecte le plus. Parce que une paix authentique ne se feint pas. Et c'est son authenticité même qui lui donne tout son poids. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Tu ne creuses pas ta trace en les poursuivant. Tu la creuses en revenant à toi. Parce que ta paix pèse plus lourd que toute ton anxiété d'avant. On se protège de quelqu'un qui réclame, mais on ne sait pas comment se défendre de quelqu'un qui n'a plus besoin de rien. Et voilà maintenant la dernière chose qu'on va explorer ensemble. Parce que tout ce qu'on vient de dire pourrait te tendre un piège. Te donner envie d'attendre à nouveau, mais cette fois leur effondrement, leur retour, leur prise de conscience. Et ce serait exactement répéter l'erreur du début sous un autre visage. Il faut donc comprendre ce que toute cette histoire révèle vraiment. Et pourquoi, marque ou pas, retour ou pas, ta paix ne peut plus jamais dépendre d'eux. Sixièmement, ce que tout ça révèle vraiment. Et pourquoi, marque ou pas, ta paix ne dépend plus d'eux. On arrive au bout de ce chemin, et je veux commencer par te montrer le piège dans lequel tout ce qu'on a dit pourrait te faire tomber. Parce que maintenant tu sais des choses. Tu sais que tu les as marquées, que leur mur finit par s'effondrer, qu'ils traversent un chaos silencieux quand ils croyaient avoir oublié. Et une partie de toi, en entendant tout ça, pourrait se remettre à attendre. Pas à attendre un message comme avant, mais à attendre leur effondrement, leur regret, le moment où ils réaliseront enfin ce qu'ils ont laissé filer et reviendront. C'est une tentation très naturelle. Et c'est précisément pour ça qu'il faut la voir clairement, maintenant, avant qu'elle ne te reprenne, sans que tu t'en aperçoives. Alors voilà ce qu'on va comprendre dans cette dernière section. Pourquoi ce serait exactement le mauvais chemin? Ce que toute cette histoire révèle vraiment, au fond. Et pourquoi ta paix ne peut plus jamais dépendre de ce qu'ils font. Et il faut commencer par démasquer le piège. Parce qu'il est plus rusé qu'il n'en a l'air. Attendre leur effondrement, c'est encore attendre. Suis bien, parce que c'est subtil mais décisif. Avant, tu attendais leur amour, leur retour, leur message. Et maintenant, avec tout ce qu'on a exploré ensemble, la tentation serait d'attendre autre chose. Leur souffrance, leur regret. Le moment où la marque que tu as laissée finira par les ramener vers toi. Mais regarde bien ce qui se passe. Dans les deux cas, tu attends quelque chose qui doit venir d'eux. L'objet de l'attente a changé, c'est vrai. Avant, c'était leur amour, maintenant, c'est leur regret. Mais la structure, elle, est restée exactement la même. T'as toujours les yeux tournés vers eux. Ta paix est toujours suspendue à un événement extérieur que tu ne contrôles pas. Tu es toujours dans le couloir, l'oreille collée au mur, à écouter ce qui se passe de l'autre côté. Juste pour une raison légèrement différente. Et tant que tu es dans cette posture, tu n'es pas libre. Même si tu te sens fort de savoir que tu les as marqués. Parce que cette force-là dépend encore d'eux. Et une force qui dépend de quelqu'un d'autre n'est pas une vraie force. C'est une dépendance déguisée en victoire. Laisse-moi te montrer ce que ça veut dire avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui guette le retour d'une personne par la fenêtre. Avant, il guettait avec espoir, en se disant peut-être qu'elle va revenir. Maintenant, on lui a dit que l'autre regrette, qu'il souffre, qu'il finira par revenir. Alors il guette encore, mais avec un sentiment différent, une sorte de triomphe tranquille, presque satisfait. Et pourtant, observe-le bien. Il est toujours à la fenêtre, sa vie est toujours en pause. Il regarde toujours dehors au lieu de vivre dedans. Le sentiment qui l'anime a changé, mais sa position n'a pas bougé d'un centimètre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le sentiment a changé, mais la prison est exactement la même. Que tu attendes dans l'angoisse, ou que tu attendes dans le triomphe, tu attends, et tant que tu attends, tu n'habites pas ta propre vie, tu la mets en pause, en espérant que elle se décide ailleurs, chez quelqu'un d'autre, et c'est ce constat qui nous amène à ce que toute cette histoire révèle vraiment. La marque que tu as laissée n'a jamais été le vrai sujet. Suis bien ce point, parce que c'est le cœur de tout l'épisode. On a passé tout ce temps à parler d'eux, de leur mur qui cède, de leur effondrement, de ce qu'ils ressentent, de la trace que tu as laissée en eux. Mais tout ça, au fond, n'était pas le but, c'était le chemin, le détour nécessaire pour arriver à autre chose, quelque chose qui ne concerne que toi. Parce que la vraie question n'a jamais été « est-ce que je les ai marqués ?» La vraie question, c'est qui tu deviens en cessant d'avoir besoin de le savoir. Et c'est là que se joue toute ta transformation.
Pendant que tu apprenais que tu avais laissé une trace en eux, quelque chose de bien plus important se construisait en toi. Sans bruit, le fait de ne plus avoir besoin de cette trace pour exister, de ne plus avoir besoin de leur effondrement pour te sentir valable, de ne plus avoir besoin de leur regard pour savoir ce que tu vaux. Et ça, c'est une liberté que leur retour ne pourra jamais te donner, parce que c'est une liberté qui ne dépend précisément de personne d'autre que toi. Laisse-moi te montrer ça avec une image précise. Pense à quelqu'un qui aurait passé des années à mendier de l'eau à une source qui lui en donnait qu'au compte-gouttes. Il revenait toujours à cette source. Il attendait. Il espérait qu'elle lui donne enfin assez pour étancher sa soif. Toute sa vie tournait autour de cette source avare. Et un jour, il découvre une autre source, mais à l'intérieur de lui-même, profonde, constante, qui ne se tarit jamais. Et pose-toi la question. Que lui importe désormais que l'ancienne source regrette de ne pas lui avoir donné plus? Qu'elle reconnaisse enfin sa soif d'autrefois, qu'elle se mette soudain à couler pour le rappeler. Il n'a plus soif. Il a sa propre source maintenant. Le regret de l'ancienne source ne le concerne tout simplement plus. Il l'attend plus, parce qu'il n'a plus rien à en attendre. Tu es en train de devenir cette personne. Leur effondrement, leur regret, la trace que tu as laissée, tout ça, c'est l'ancienne source qui commence à regretter. Et toi, pendant ce temps, tu as commencé à trouver ta propre source, ton propre centre, ta propre certitude. Et plus tu t'y abreuves, moins ce qui se passe de leur côté a le moindre pouvoir sur toi. Et voilà ce que ça veut dire, très concrètement, pour la suite, que désormais tout devient possible, sans que rien ne puisse te désorganiser. Parce que regarde les deux scénarios. Si ils reviennent un jour depuis un endroit vraiment transformé, avec une conscience réelle de ce qu'ils ont laissé filer, tu pourras le recevoir. Mais depuis ta stabilité, pas depuis ton manque. Et cette stabilité te donnera quelque chose de précieux. La lucidité de voir si c'est réel ou si c'est juste la panique d'avoir perdu quelque chose qu'ils croyaient acquis, tu ne te jetteras pas sur la première miette par peur de tout reperdre. Et s'ils ne reviennent jamais, si la marque que tu as laissée reste enfouie en eux sans jamais produire le moindre geste, ça ne changera rien à ce que tu as construit. Parce que ce que tu as bâti, ce n'était pas leur retour, c'était ton retour à toi. Et ça, personne ne peut te le reprendre. Dans un cas comme dans l'autre, tu tiens debout, pas parce que la situation a tourné en ta faveur, mais parce que ta paix ne repose plus sur ce qui se passe de leur côté du mur. Elle repose sur ton propre ancrage. Et c'est ça que je veux que tu emportes de tout ce voyage. T'as passé du temps à te demander si t'avais compté pour eux, si t'avais laissé une trace, si tu les avais marqués. Et la réponse est oui. Tu les as marqués profondément, sans même t'en rendre compte, simplement en étant pleinement toi, en donnant ce que tu donnais, en étant cette présence fiable et réelle qui était entrée bien plus profond que les apparences ne le laissaient croire. Mais la vraie victoire n'a jamais été cette marque. Ni leur effondrement, ni même leur retour, s'il arrive un jour. La vraie victoire, c'est que tu n'aies plus besoin de rien de tout ça. Que tu sois revenu à toi-même, si entier, si ancré dans ta propre valeur, que leurs regrets, leurs traces, leurs souvenirs ne déterminent plus rien de qui tu es. Ils porteront peut-être ton empreinte longtemps, peut-être même très longtemps. Mais toi, tu n'as plus besoin de porter la leur. Parce que désormais, tu te portes toi-même de l'intérieur, et pour de bon.